l'accord de Washington, on a été contacté par 3 fois. Et nous allons rentrer à Doha pour continuer les pourparlers. Et nous disons ce que nous faisons. Nous allons partir avec ces mesures d'établissement de confiance sur la table pour commencer à faire la paix. D'abord que les armes se taisent et puis commencer à traiter les causes profondes. Voilà un peu la situation. Donc d'ici là, nous allons prendre l'avion et faire Doha pour continuer les pourparlers. Deuxième chose, tout ce qui concerne la levée des mesures, la suspension ou l'annulation de poursuites, c'est de la responsabilité de Kinshasa. Et c'est aussi un signe de montrer qu'ils sont pour la paix. Ce sont des gestes de bonne foi, de bonne volonté qu'on demande à Kinshasa pour que le peuple congolais sache où il y a blocage. Si nous avons fait un pas, que l'autre aussi fasse un pas. Il faut être à deux pour danser le tango. Donc, en rentrant à Doha, nous allons remettre encore sur la table ces mesures d'établissement de confiance. Que les banques soient ouvertes pour que les populations bénéficient de leurs comptes. Que les discours de haine, discrimination cessent. Et que nos populations puissent avoir le libre accès. Les populations dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa arrivent dans nos zones. Ils s'approvisionnent dans nos zones. Lorsque nos populations quittent nos zones pour aller dans les zones gouvernementales, ils sont arrêtés, ils sont traités d'espions. Que cela cesse, parce que nous voulons faire la paix. Et pour faire la paix, il faut des concessions. Donc, nous allons revenir à Doha avec les mêmes mesures d'établissement pour que Kinshasa manifeste cette fois-ci le signe de bonne foi, qu'il veut réellement la paix. Il n'y a pas de la magie. Nous ne sommes pas là pour demander la balkanisation ou un espace quelconque comme Kinshasa le prétend. Il a même induit tout le monde en erreur. Vous avez trouvé partout ici, vous êtes des journalistes et vous passez, nulle part il y a l'intention, même derrière la tête, de faire quoi que ce soit sur un prétendu balkanisation. Merci beaucoup, camarade porte-parole, Laurence Kanyuka. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Merci beaucoup la suite de la délégation qui menait les pourparlers à Doha, Monsieur René Abandi, le négociateur principal, Monsieur Jean-Pierre Alumba, négociateur, Yannick Chisola, négociateur, mais en même temps, il est le directeur de cabinet du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Messieurs les coordonnateurs, camarade Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, de développement et mobilisation. Nous voudrions à ce jour restituer la vérité sur les pourparlers de Doha. Vous dire les tenants et les aboutissants depuis qu'on a commencé. Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4. 4 épisodes déjà écoulés. Et bientôt, nous projetons Doha 5. Mais il s'est dit beaucoup de choses et de contre-vérités. Nous sommes en crise. Il y a un conflit armé entre notre organisation et le régime de Kinshasa. Nous nous sommes abstenus pour ne pas déformer la population avec des informations qui ne sont pas correctes, pour le besoin de protéger les caractères secrets de dialogue, afin d'aboutir à un résultat qui est pour le bénéfice et le profit de toute la population. Mais l'autre camp a profité pour inoculer les réseaux sociaux de tous les mensonges monstrueux, en commençant par les récents accords signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda.
dans les accords de Washington. Considérant l'urgence et la nécessité de conclure un cessez-le-feu bilatéral et la mise en œuvre des mesures d'établissement de confiance, afin de créer des conditions propices au dialogue et au règlement politique des conflits de manière permanente. Tenant compte de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda du 25 juin 2025, du 27 juin, où les partis se disent conscients des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha, et de l'obligation des partis de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. Tenant compte également du même accord de Washington, en ce que les partis déclarent qu'afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Considérant l'acte d'engagement de Goma du 23 janvier 2008 qui distingue les groupes armés nationaux de notre organisation qualifiée de mouvement politico-militaire, et que l'existence même des groupes armés fait partie des causes profondes des conflits qui opposent l'AFC M23 au gouvernement de Kinshasa. Réaffirmant l'engagement mutuel des partis de poursuivre la mise en œuvre des accords de paix précédents en vertu du principe de la continuité de l'État et celui du Pacta Sunt Servanda. Nous, l'AFC M23, nous vous déclarons aujourd'hui que nous sommes en conflit armé avec le gouvernement de la République, le gouvernement, le régime de Kinshasa. Et ces conflits ont des causes. Et c'est à vous maintenant, les femmes et les hommes de presse, de savoir quelles sont ces causes profondes. La première est la mauvaise gouvernance, qui a des corollaires comme la discrimination, l'État failli, la non-application des différents accords précédents, Sun City en 2003, acte d'engagement de Goma de 2008, accord du 23 mars 2009, déclaration de Nairobi 2013. Une communauté internationale. Parmi les causes profondes des conflits de la RDC, nous avons la communauté internationale qui évite de traiter les causes profondes des conflits. Elle devient complaisante et complice des régimes de Kinshasa. L'autre cause profonde, ce sont les groupes armés. Le pouvoir, le régime de Kinshasa, entre en collision avec les groupes armés pour perpétrer des affres et des exactions contre une partie de la population ou une zone linguistique. Hier, c'était contre la communauté Tutsi, en général, les Banyamulenge et les rwandophones. Et aujourd'hui, ça devient tous les swahiliphones. C'est parmi les causes profondes du conflit. Vous avez le tribalisme, une autre cause profonde du conflit. La personne qui vous parle ici a mené la délégation de l'AFC M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Nous étions 3. En arrivant à Kinshasa, ils nous ont accueillis, mais ils ont dit il y a un seul Congolais
et les autres ne sont pas des Congolais. Et les seuls Congolais dont ils portent parole, Laurence Kanyuka. Ils ont banalisé l'exclusion, l'ethnicisme, la xénophobie, les refus de l'autre, les refus de reconnaître les personnes parlant Kinyarwanda comme des Congolais. Et autour de la table, ils en font de la blague. Des causes profondes des conflits qui mènent à des guerres récurrentes. Nous avons la corruption et les détournements des deniers publics. Celui qui détourne des millions, il est même porté haut, félicité, chanté et loué, alors que celui qui tente ou avoir l'intention d'un petit vol larcin, il pourrit en prison. Il croupit pendant des années. L'illégitimité, c'est une autre cause profonde des conflits. Le peuple se choisit les dirigeants, mais les personnes choisies ne sont pas proclamées. En commençant par les parlementaires, les députés. Bon nombre de députés sont des personnes nommées. Ils ne sont pas l'émanation de la volonté du souverain primaire. Jusqu'au niveau, au sommet de l'État, vous avez suivi la vérité des urnes. Cela fait partie des causes profondes des conflits. Nous avons l'intolérance politique. En dehors de l'intolérance sociale, ethnique, tribale, il y a l'intolérance politique. Les opposants n'ont pas droit au chapitre, ne peuvent pas exprimer leur opinion. Ils ne peuvent pas porter une critique, positive soit-elle. C'est une autre cause profonde des conflits. Vous avez aussi la centralisation du pouvoir par Kinshasa. Ils s'accaparent de tout le pouvoir et privent les provinces qui jouissent des statuts des entités décentralisées où il y a une forte décentralisation au pays, mais Kinshasa gère tout comme si le pays appartenait à une caste au pouvoir. Voici les causes profondes pour lesquelles nous nous battons tous les jours, et c'est là, même jusqu'à Doha, nous avons évoqué cela. Et nous avons même proposé des résolutions de ces conflits à travers le dialogue. Mais lorsque chaque fois vous êtes témoin, nous appelions au dialogue, le gouvernement, en commençant par le chef de l'État, nous avait réservé une fin de non-recevoir. Il l'avait dit et redit, jamais il négociera avec nous. Et il y a eu différentes tentatives de dialogue. Et dans ces différentes tentatives de dialogue, chaque fois, il y avait la mauvaise foi du gouvernement. Notre organisation, au départ les M23, aujourd'hui, ensemble avec d'autres compatriotes, nous nous sommes associés pour mener la lutte ensemble. Nous sommes devenus AFC M23 où il y a plusieurs composantes, des personnalités de la société civile et tous les Congolais épris de la justice. Nous sommes mis ensemble pour faire face à la crise afin de trouver des solutions, mais des solutions pacifiques. Le gouvernement nous a imposé la guerre. Je prendrai le premier pour parler en Entebbe. Quand la crise était grande, nous avions conquis Bunagana, Tchenguerero et au-delà dans les Busanza. Il y avait une réunion d'urgence à Kampala. On va nous demander de reculer. Nous avons reculé de 20 km en laissant les espaces. Et les FARDC ont reconquis encore ces espaces jusqu'à l'approche de nos positions. Et à Entebbe, la délégation de Kinshasa a été menée par M. Ibalanki, qui avait un seul message. Nous sommes venus vous dire de retourner à Sabinyo. Il n'y aura pas de négociation avec vous. C'est parce qu'il venait d'avoir gain de cause en récupérant nos espaces que nous venons de
reculé de 20 km qu'ils ont commencé à bomber les torses parce que nous étions encore proches de Sabignon. Il y a le président Museveni qui va déléguer la suite du programme et de pourparlers à Nairobi au président Uhuru Kenyatta. Arrivé là-bas, les querelles intestines entre le camp du mécanisme national de suivi, chapeauté par Ibalanki, avec les hauts responsables, les représentants spéciaux du chef de l'État, Serge Tshibangou, ils ont fait capoter le processus. À tel point qu'à Nairobi, le temps que nous entrions dans la salle, les forces gouvernementales qui approchaient nos positions à Tchenguerero et Bugusa, à la paroisse, ils ont débordé même la position médiane, tampon, que maintenait la MONUSCO. Ils sont allés attaquer nos positions dans la colline de Bugusa. Quand nous avons répliqué, nous les avons repoussés jusqu'au pont de Rwangouba. Ils ont dit que nous avions violé et on a attaqué les FARDC. C'est en ce moment-là que la délégation de Kinshasa, menée par Serge Tshibangou à Nairobi, va refuser de se mettre autour de la table avec nous. Ils vont inviter d'autres groupes armés de Maï Maï, qui sont les alliés de Kinshasa. Ils ont continué le processus. Ces simulacres de dialogue, c'était pour qu'ils puissent gagner du temps pour se réorganiser. Certains parmi vous ici, parmi les journalistes, ils allaient jusqu'à 3 heures du matin sur les lignes de front, annoncer même les attaques imminentes contre nos positions. Au mois de février, il y aura le sommet de Bujumbura où les chefs d'État vont décider qu'on puisse dialoguer, parce que le président Tshisekedi avait demandé, après avoir eu des revers sur le terrain, ils vont dire on peut commencer le dialogue, mais à condition qu'ils reculent, qu'ils aillent dans les cantonnements. C'était au mois de février. À la résolution de ces chefs d'État, nous serons invités à Luanda, qui est notre tentative de dialogue. Nous partirons, la même équipe, avec les porte-paroles, jusqu'à Luanda. Le message était que nous devrions signer un cessez-le-feu. Nous avions mandat de signer le cessez-le-feu. Nous avions dit au président Lorenzo, nous sommes prêts sous la table de signer le cessez-le-feu. Ils avaient invité la délégation de Kinshasa. Kinshasa avait refusé d'envoyer les délégués. Ils nous ont demandé, si vous signez le cessez-le-feu ici, nous allons amener la copie et Kinshasa va signer. Mais c'est Matondo, si vous le connaissez, qui était le conseiller spécial en matière de sécurité du président Lorenzo, est parti. Arrivé à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a dit il ne va pas signer le cessez-le-feu, mais il va instruire les commandants des troupes. M. Matondo est rentré et le 7 mars, nous avions signé un cessez-le-feu à Luanda. C'est ce qu'on appelle le cessez-le-feu de Luanda. Nous sommes rentrés. Luanda 2, nous sommes partis, ils nous ont dit Kinshasa veut qu'on puisse vous donner, comme nous ici avec l'UNITA, l'amnistie, les grades, et les politiciens, on va les intégrer dans la politique du pays, être des ministres. Nous leur avons dit que nous ne nous battons pas pour les grades, pour l'amnistie, nous ne nous battons pas pour l'intégration dans les institutions de la République, nous nous battons pour notre droit à l'existence. Parce que cette crise congolaise, ce conflit qui nous oppose contre le gouvernement de Kinshasa, est d'abord une crise identitaire. Le Congo n'est pas une nation. C'est un pays de plusieurs nations, une multitude de nations, où chaque ethnie, chaque tribu se constitue en une nation. Il n'y a pas de cohésion nationale. L'autre crise congolaise a un aspect de gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Tous les politiques congolais ne sont pas légitimes. C'est le problème de l'illégitimité. Luanda 2 va échouer. Luanda 3, en arrivant là-bas, on nous dit
vous ne vous soumettez pas, vous ne vous cantonnez pas à Kindu, il y a des sanctions qui vont tomber. Et les sanctions ont tombé. Nous tous ici, nous sommes sanctionnés par l'Union européenne, par les Américains, par Kinshasa, et il y a même des condamnations à mort. Venons-en à Doha. Doha est une acceptation suivie d'un sabotage. Pourquoi? À la conférence sur la paix de Berlin, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, avait dit que ce qui s'est fait à Doha, c'est un entretien qui doit se conclure à Nairobi. Ce sont des simples échanges. Nous ne comptons pas sur les dialogues de Doha. Les gouvernements de Kinshasa ne discutent pas avec l'AFCM 23 à Doha. Ce ne sont que des échanges. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa avait dit qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe à Doha soit accepté parce que ça sera congoliser cette crise, c'est congoliser les conflits. Nous allons parler avec les Rwandais. Kinshasa s'est choisi un ennemi. Kinshasa s'est choisi un adversaire. C'est le Rwanda. Et ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC, c'est entre les États. Nous sommes des Congolais. Nos problèmes à nous sont congolo-congolais. Donc nous parlons avec notre gouvernement et nous pensons que seul le dialogue peut résoudre ces problèmes. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui s'est fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme, l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée, sophistiquées, pour préparer une grande offensive afin de récupérer les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalités américaines. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives, carte sur table. Pas longtemps qu'hier, un grand Mouzalendo, Foka Mike, il disait qu'ils ont aussi des drones, que les Wazalendo, Maïmaï, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que ce n'est que question d'heure avant de reconquérir les espaces. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. C'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha. Mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme des personnes qui viennent parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatés par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné au pourparler ou aux échanges ou au dialogue qui s'est fait à Doha. À Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons. Vous et nous, nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qu'il n'y ait pas mort d'homme ni les souffrances des peuples. Et cela devait être assorti par les mesures d'établissement de confiance. Ils ont refusé catégoriquement. Mais c'est le gouvernement de Kinshasa qui, à longueur de journée, parle à travers les médias, communique que nous ne voulons pas la paix. Nous disons, même devant les médiateurs, les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères qataris,
Maintenant, nous sommes ici, signons le cessez-le-feu bilatéral, le gouvernement, la délégation de Kinshasa refuse. Il y a le refus de répondre à un agenda humanitaire. Si réellement les populations qui vivent à Goma, de la province du Nord Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, et dans tous les territoires que nous occupons, avec environ 11 millions d'habitants, plus de 30 000 km², le gouvernement de Kinshasa a choisi, a opté de sanctionner et de punir le peuple congolais, vivant dans l'espace que nous contrôlons, en leur privant de leurs épargnes. Cette épargne n'appartient pas aux membres de l'AFC M23, c'est pour la population. Quelle relation y a-t-il entre l'épargne des populations, de pauvres citoyens, et l'AFC M23? Pourquoi, ne serait-ce que par humanité, ne peut pas autoriser l'ouverture de banques pour que les populations accèdent à leurs épargnes? À Doha, nous avons fait beaucoup de gestes de bonne foi. Nous, l'AFC M23. Dans un esprit de responsabilité, l'AFC M23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment, 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoin, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu, à l'exception de celui qui a été contré ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le mesure d'établissement de confiance afin d'arriver à entamer un dialogue proprement dit. Deuxième geste de bonne foi que l'AFC M23 a fait, c'est le repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, Bissié et partout. Et pour favoriser les dialogues, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandés. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Geste de mauvaise foi. Troisième geste de bonne foi que nous avions fait, la participation active aux discussions de Doha. Quand bien même que tous les officiels de Kinshasa répétaient qu'ils ne discuteront jamais avec nous, nous étions de bonne foi, nous nous sommes rendus à Doha pour parler avec eux. Quand bien même qu'ils sont en train de torpiller tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs, que ce soit les ministres de l'Intérieur, que ce soit les porte-paroles, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse des ministres des communications, tous nous traitent de moins que rien. Nous supportons cela, nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Quatrième signe de bonne foi, c'est la signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. Vous avez suivi ça et cela est passé même à la RTNC Kinshasa. Cinquième geste de bonne foi, c'est le transfèrement de 1359 prisonniers de guerre, des éléments des FARDC et des policiers et leurs familles vers Kinshasa. Ils étaient à la base de la MONUSCO. Nous les avons facilité la sortie de là jusque dans les zones qu'ils occupent en toute sécurité, et on a fait l'appui avec le CICR pour qu'ils arrivent sains et saufs.
6e geste de bonne foi. Vous avez suivi ici, dans cet hôtel, il y avait une réunion importante entre notre état-major de l'ARC et la SAMI d'IRC. Nous avons fait une réunion où nous avons facilité la sortie honorable des contingents tanzaniens, malawites et sud-africains qui étaient venus nous combattre pourtant. 7e geste de bonne foi, c'est le rapatriement de 1871 dépendants des FDLR, mais aussi des combattants FDLR, parmi lesquels il y avait un général de brigade. Vous avez vu comment nous les avions acheminés chez eux. 8e geste de bonne foi, c'est l'ouverture solennelle de collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. Nous avions facilité l'accès libre. À l'époque du gouvernement, toutes les ONG payaient des taxes. À notre arrivée, nous avons supprimé toutes les taxes et nous avons fait libre circulation, libre accès dans les couloirs humanitaires de leur choix, où aujourd'hui les humanitaires opèrent sans entrave. 9e geste de bonne foi, nous avons créé un climat de désescalade avec la MONUSCO. Pourtant, la MONUSCO était une force belligérante. Elle était partie au combat, à Sake, à Nyiragongo. Vous êtes témoins où ils ont même eu des pertes en vies humaines, parce que de chez nous aussi, ils ont causé des pertes en vies humaines. Mais avec la représentante de la MONUSCO ici, elle est venue parler avec notre hiérarchie. Maintenant, il y a un bon climat d'entente. Il y a eu la désescalade. Même si hier, on s'est tiré dessus. 10e geste de bonne foi de notre organisation, c'est la récupération, intégration ou démobilisation de certains éléments FARDC et Ouazalendo. Vous les voyez tous les jours. Ceux qui sont venus, les policiers, les FARDC du régime de Kinshasa, est une fuite en avant. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Dire que nous nous battons pour les minéraux. Vous avez vu parmi nos causes profondes des conflits, nulle part nous avons cité les minéraux. Et nous ne sommes pas opposés que les pays tiers, qui ceux qui veulent signer des contrats, des minéraux, d'exploiter, notre organisation n'est pas opposée à qui que ce soit. Parce que notre élite n'est pas encore dans ce niveau-là et ne le sera jamais. Notre élite est existentielle. Si nous nous battons d'abord pour exister, pour vivre. Et le reste, ça viendra après. Je vous remercie.